Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Aujourd'hui, le premier Q&A, questions-réponses, de l'histoire du podcast. Donc je me réjouis beaucoup. Donc je n'ai que les questions. J'ai un petit peu réfléchi aux réponses, mais ce sera, je dirais, conversationnel. J'ai donc 3 questions qui m'ont été posées. Je vais les prendre l'une après l'autre, et puis essayer soit de reposer des questions, soit d'y répondre. La première question vient de Guillaume, qui me dit « C'est donc une réaction sur la phrase, ouvrez les guillemets, les enfants sont hyper curieux de nature, et nous, adultes, on a l'impression qu'on l'est beaucoup moins. » Fermez les guillemets, de ton épisode 119 de Leadershift. Donc l'épisode 119, c'est l'épisode de mon apprentissage. Guillaume reprend. Sur le point de l'école, j'avoue te rejoindre, du moins sur les premières classes. Dans le supérieur, lorsque j'étais en prépa, nos professeurs nous poussaient à remettre en question leurs paroles mêmes, à réellement vouloir la vérité, à être curieux. Des professeurs extraordinaires, j'avoue avoir eu de la chance, ce n'était peut-être pas le cas d'autres prépas. Petite parenthèse de ma part, ça fait longtemps que je suis pas dans l'enseignement supérieur, mais j'ai des neveux, des nièces, des gens, des jeunes personnes qui sont en prépa ou à l'université, et effectivement, c'est pas le cas de tous les professeurs. Il y a beaucoup de profs qui sont encore dans le mode archaïque de l'enseignement ex cathedra. Guillaume reprend. Méthodologie qui diffère des précédentes classes où l'on écoutait le professeur débiter quelque chose qui devait être considéré comme la vérité absolue. Une écoute passive, comme devant une série que l'on regarde avachi dans un canapé. Note de ma part, oui, effectivement. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça change depuis le bas. Ça veut dire que, en tout cas en Suisse, tout ce qui est jardin d'enfants, école primaire, voire école secondaire, il y a beaucoup d'efforts pour faire de l'enseignement en classe inversée, de l'enseignement par projet, l'enseignement social, si on veut bien, où les élèves apprennent les uns des autres et pas seulement du ou de la professeur. En revanche, ça a de la peine à arriver dans les études supérieures, mais je sais qu'il y a des professeurs qui sont comme ça. J'ai d'ailleurs un collègue et ami qui enseigne en haute école et qui lui fait un maximum de participativité. Je sais pas si ça se dit. Donc c'est en train de changer, mais effectivement, il y a encore un peu de travail à faire. Donc Guillaume nous dit ça évidemment pour les enfants sont hyper curieux, nous on l'est peut-être moins parce que finalement on nous demande pas d'être curieux. Il reprend. Une autre potentielle raison de cette différence de curiosité enfant-adulte, ce serait le surplus d'informations. Lorsque nous sommes adultes, et même adolescents je dirais, on se dit que nous devons nous informer. Parfois même on est obligé, de par notre travail ou autre. Télévision, actu en continu, réseaux sociaux, et j'en passe. Toute cette hyper-connectivité nous bombarde d'informations. On en a trop. Les responsabilités aussi peuvent être de la partie. Et notre cerveau, débordant de choses en tout genre, n'aurait pas la force ou le temps nécessaire pour être curieux, alors que l'enfant, lui, n'a pas autant de moyens pour recevoir de l'information. Et quand il rentre le soir, il est quelque peu coupé du monde, sans téléphone pour parler en continu avec des amis, ou même scroller indéfiniment sur les réseaux sociaux, le fléau de notre époque. Mais tout ceci n'est qu'hypothèse. Le sujet que tu as abordé est juste tombé à pic, alors que je réfléchis sur la question à savoir raviver la curiosité dont je faisais preuve plus jeune. J'ai l'impression que limiter mon exposition aux infos quotidiennes, aux réseaux sociaux, aux divertissements en général, séries, jeux, etc., est efficace. En bref, moins de gavage d'informations. J'ai sélectionné avec plus de critères mes abonnements sur les réseaux et je fais plus de recherches personnelles sur ce qui me traverse la tête. Donc voilà, Guillaume est jeune, hein. Je crois que t'as 22 ans, il me semble. C'est une très bonne réflexion, puisqu'effectivement, je pense que l'afflux continu d'informations nous empêche de nous ennuyer et donc d'être curieux. Il y a, je crois qu'il y a un livre, un roman ou un essai, éloge de la... C'est pas éloge de la flemme, éloge de l'ennui, je crois, et qui fait l'éloge de ces moments où on n'a rien à faire.
Et c'est marrant parce que hier soir encore, je me suis mis au lit relativement tôt, et puis j'avais 2 applications, je dirais de loisirs sur mon téléphone, dont une d'échecs, et puis j'ai commencé à jouer, à scroller, à regarder. Et 1 heure plus tard, j'avais pas commencé à faire ma lecture que j'avais prévu de faire en allant au lit. Et ça revient à ce que dit Guillaume. Ça veut dire que je tiens mon téléphone devant moi, hein, cet objet, en fait, est une porte vers une quantité infinie d'informations. Et je pense que les gens de ma génération, c'est extrêmement difficile de se dire ça, parce que moi, quand je suis né, il n'y avait pas de téléphone avec internet dessus. Ça veut dire que l'information me venait si j'allumais la télévision, donc je devais aller à l'information, ou si j'allais parler avec quelqu'un, ou si j'allais en librairie ou en bibliothèque, je devais aller à l'information. Et maintenant, l'information vient vers moi. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Guillaume. Il s'agit de devenir adulte finalement et de filtrer, de prioriser ce que nous voulons voir. Et donc j'ai désinstallé les 2 applications que j'ai consultées hier soir au lit avant de faire ma lecture. Parce que je me dis comme ça, ce soir, eh bien, je pourrais lire ce que j'avais décidé de lire et pas me laisser prendre dans ce flux continu d'informations. Ce téléphone, les applications sur notre téléphone se battent pour notre attention. D'ailleurs, il y a des économistes anglophones qui l'appellent the attention economy. C'est l'économie de l'attention. C'est-à-dire que plus vous arrivez à capter l'attention des gens qui sont vos clients, plus vous allez faire des affaires. Et donc, c'est pour ça que les algorithmes de suggestions de contenu sont extrêmement performants, puisque c'est ceux-là qui vous permettent de rester sur cette application, ou qui vous forcent à rester sur l'application, et donc à avoir plus de publicité, et donc à faire plus d'argent, etc., etc. Donc oui, je pense que la curiosité, comment développer sa curiosité finalement, qui est la question de Guillaume, eh bien je pense qu'il y a une certaine modération, une certaine j'allais dire censure, autocensure en termes d'exposition aux médias sociaux. Moi, je vous recommande d'abandonner Twitter, de ne choisir peut-être que 1, 2, TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram, à moins que vous en ayez une utilisation professionnelle. Peut-être d'avoir une seule application de nouvelles ou d'actualité. Choisir très précisément les podcasts que vous écoutez. Alors évidemment, vous choisissez Leadership parce que c'est clair, c'est une valeur ajoutée absolument incroyable. Et surtout, vous n'installez pas trop d'applications sur votre téléphone. Faites peut-être un tri mensuel. Alors normalement, sur Android, Google Android vous suggère de filtrer ou d'enlever certaines applications inutilisées. Faites-le, suivez ce conseil-là. Ça, je dirais, c'est la partie s'ouvrir de l'attention. S'ouvrir des moments, on va dire ça comme ça. Je pense que la deuxième partie pour la curiosité, c'est de se demander ce qui nous intéresse. Et ça, j'en avais un petit peu parlé pendant l'épisode 119, et aussi dans l'épisode 114. Qu'est-ce qui m'intéresse ? Qu'est-ce que j'aimerais savoir ? Qu'est-ce qui pique mon attention ? Peut-être d'ailleurs utiliser les moments dans lesquels j'utilise mon téléphone et les applications qui sont dessus pour me dire, mais tiens, c'est intéressant, j'ai lu un truc en allemand, j'ai pas tout compris, peut-être que je pourrais réapprendre l'allemand, et donc je deviens curieux, ou peut-être même je lis des articles en allemand, ou que sais-je. Donc, utilisez votre téléphone mobile et ses applications comme source d'inspiration pour être curieux. Autre manière de redévelopper une curiosité, c'est peut-être de nous forcer à rester sans rien faire, un quart d'heure. Peut-être que vous vous asseyez confortablement dans une chaise, ou un divan, ou canapé, vous mettez votre timer, et puis vous mettez un quart d'heure, ou 10 minutes, ou 20 minutes, je ne sais pas, et vous vous forcez à ne rien faire, à laisser votre esprit vagabonder. Et vous verrez comme votre cerveau, en continu, vous envoie des infos, des idées, des pensées. Et peut-être qu'au bout de ces 10 minutes, un quart d'heure, vous notez 2-3 choses sur un cahier. D'ailleurs, dans l'épisode 119, donc l'épisode 120, apprendre tous les jours, où je vous parle de mon journal, etc., peut-être que de tenir un journal et de le relire vous permet aussi de déclencher cette petite envie d'apprendre quelque chose.
Voilà, donc pour moi, la curiosité, ce n'est pas une question d'apprendre, c'est une question de retrouver. Et pour retrouver, eh bien, il faut il faut s'éclaircir l'esprit, c'est ce dont parlait Guillaume, et se réserver des moments dans lesquels on peut effectivement laisser libre cours à cette curiosité, à cette imagination. Voilà, merci beaucoup Guillaume pour ta question. On passe à la suivante. J'ai une question d'un manager, d'un chef de département, que je salue au passage, il saura qui il est, qui me pose la question suivante: comment gérer les personnes qui veulent revenir à 100% et celles qui voudraient rester à 100% à la maison? Alors c'est une question hyper complexe qui occupe ou qui inquiète les RH depuis 18 mois. La première chose, je pense, c'est d'établir une politique d'entreprise en ce qui concerne le travail à distance, le remote work. Je pense pas qu'il faille parler de home office, parce qu'en fait, il y a possibilité peut-être d'organiser pour les plus grandes entreprises des bureaux dans d'autres villes. Ça ne coûte pas forcément très cher et ça permet d'aller recruter pour des entreprises qui seraient par exemple à Neuchâtel ou à Bienne, qu'il serait possible de recruter à Zurich ou à Lausanne ou à Genève. Donc un petit bureau, pas forcément grand, une pièce ou à proximité des transports publics. Donc je pense qu'il ne s'agit pas de homework, il s'agit vraiment de remote work. Alors, première chose, établir une politique d'entreprise qui se base sur 1. Le désir de l'employé. 2. La nécessité du poste. 3. Un souci d'équité avec les personnes qui ne peuvent pas faire de remote work. On pense typiquement à une entreprise de production dans laquelle la production se fait sur les lieux. Alors, je sais que mon manager qui me pose la question, il a des gens, alors peut-être pas dans son département, dans l'entreprise, où il y a du matériel, il y a de l'équipement, mais dans son département, il y a peut-être beaucoup de personnes qui pourraient travailler en 100% en remote work. Le modèle sur lequel se lancent la plupart des entreprises, c'est un modèle hybride. Ça veut dire un modèle dans lequel il y a une politique de remote work, on peut travailler à distance un certain nombre de jours par semaine, et une possibilité ou une obligation de revenir au travail avec les collègues un certain nombre d'autres jours par semaine. Parallèlement à ça, la réorganisation des espaces de travail peut aussi permettre une plus grande flexibilité des modes de travail, puisque derrière ce remote work se cache la problématique des modes de travail. Alors je ne suis pas un expert de ces sujets-là, je vous donne simplement mes idées et ce que j'ai lu ailleurs. Ces modes de travail sont en évolution, et donc il s'agit d'y réfléchir pour offrir aux collaborateurs une palette de modes de travail différents. N'oubliez pas que beaucoup de personnes aiment travailler à la maison parce qu'ils sont au calme, pas forcément parce qu'ils doivent gérer, des enfants, des partenaires, des parents ou que sais-je. C'est vraiment parce qu'ils sont au calme. Donc si vous offrez des espaces de calme aux gens, aux collaborateurs, collaboratrices dans votre entreprise, peut-être qu'ils ne désireront pas rester 100% à la maison. Bon. Ceci étant dit, comment faire avec des gens qui sont 100% là et 100% pas là? 100% pas là, je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense que le remote work à 100%, c'est difficile. Et donc, il faut que l'entreprise ait toute une série de règles de fonctionnement et une culture qui facilite ou qui correspondent à cette manière de travailler. Et ce n'est de loin pas le cas de toutes les entreprises. En particulier, en ce qui concerne le management, la conduite d'équipe, il faut avoir un système de management en place pour pouvoir gérer des gens qui font du remote work. Je dis souvent en formation, en mars 2020, la population managériale mondiale s'est séparée en deux catégories. Une catégorie de gens qui n'ont absolument vu presque aucune différence, et les managers qui ont souffert. Et les managers qui ont souffert sont les managers qui n'avaient pas de système de management. C'est-à-dire qu'ils faisaient du management marmotte. Du management mercat. Ça veut dire, je suis au milieu des gens, je suis au milieu de mon environnement de travail, et donc je peux gérer parce que je suis au milieu d'eux. Mais je n'ai pas de système formel, je n'ai pas j'ai pas de one-on-one, j'ai pas de réunion d'équipe, j'ai pas de fixation d'objectifs tous les X. Et donc, je navigue au fur et à mesure du travail. Et ces gens-là, du jour au lendemain, eh bien, ça a été la panique. Alors, il y en a qui ont, dans cette population-là, il y en a qui ont bien réfléchi, qui ont bien réagi, qui ont réfléchi, qui ont bien réagi, qui ont écouté d'autres podcasts, qui ont lu des bouquins, qui se sont renseignés, et donc qui ont mis en place le système de management qui va bien. Et une catégorie de managers qui ont continué à souffrir parce que, pour des raisons X ou Y, ils n'ont pas de système de management. Ça, je dirais, c'est le deuxième aspect de cette question. Le troisième, donc comment
imaginons qu'on a des gens qui sont un jour par semaine en remote work et des gens qui sont 4 jours par semaine en remote work, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, je pense que il faut établir avec l'équipe certaines règles de fonctionnement et des jours de présence où tout le monde est là. Parce que il n'y a pas de miracle. L'être humain est un être visuel, et donc on a besoin de se voir. De se voir, alors on peut le faire en visioconférence, mais aussi de se voir pour partager des moments ensemble. Et ça, je pense que c'est important de trouver ces moments d'intimité, de fonctionnement en commun au sein de l'équipe. Chaque équipe va être différente, chaque département va être différent, mais je pense que c'est une discussion à avoir avec les collaborateurs pour qu'ils puissent déterminer comment ils veulent fonctionner. Alors soit par équipe, soit tout le département ensemble. Ça, je pense que ça peut être vraiment une discussion très intéressante pour que les gens puissent aussi débattre de comment est-ce qu'on fait, nous, pour peu que l'entreprise permette le remote work. Voilà, je dirais, peut-être la dernière chose que je peux ajouter, c'est d'avoir vraiment une approche individualisée. Ça veut dire que si on imagine que l'entreprise permette jusqu'à 2 jours de homework par personne, qu'on ne le force pas. On puisse vraiment avoir une approche individualisée, donc organiser peut-être un entretien individuel avec chaque personne pour déterminer le mode de fonctionnement de cette personne-là par rapport à l'équipe. Et peut-être revisiter ça tous les mois, tous les 3 mois, voir comment ça se passe. Alors si vous avez les one-on-one, pas besoin de faire plus, et one-on-one épisode 1, pas besoin de faire plus. Vous utilisez simplement le one-on-one pour monitorer avec votre collaborateur, votre collaboratrice, comment ça se passe au niveau du remote work. Voilà la deuxième question. Merci beaucoup pour ta question. Troisième question, et dernière question pour cet épisode. L'entretien d'évaluation de fin d'année est-il le meilleur moment pour aborder avec mon manager un problème le concernant? Excellentissime question. Pour ceux qui écoutent cet épisode de loin dans le futur, nous sommes en novembre, donc les entretiens de fin d'année sont en train d'être faits ou vont être faits. Et qu'est-ce que je fais quand j'ai un problème avec mon manager? Alors là, il y a 2 réponses. Il y a la réponse prospective et puis la réponse effective. La réponse effective d'abord. S'il y a un problème avec mon manager, oui, je pense que l'entretien de fin d'année, l'entretien d'évaluation, est le moment pour le faire, mais pas à un niveau opérationnel. L'entretien de fin d'année, c'est un entretien dans lequel on prend de la distance. Donc, je pense que d'aborder le problème avec le manager, c'est d'aborder l'ensemble, pas l'événement ou pas l'incident. Surtout si c'est passé il y a plusieurs mois. Donc je pense que c'est une bonne manière de prendre du recul avec le manager en posant des questions. Et je vous recommande d'ailleurs de faire un feedback CNV à cette occasion. Donc vous allez sur Internet, vous tapez CNV, communication non violente, et puis vous verrez que c'est un feedback en 4 étapes. Les 2 premières étapes sont identiques au feedback desk que nous avons vu à l'épisode 19. Mon Dieu, ça fait longtemps. Donc, les faits, le sentiment, étape 1 et 2, et ensuite le besoin, étape 3. Et là, c'est une question à poser en étape 4, après le besoin, en disant comment est-ce que tu peux m'aider, ou comment est-ce qu'on peut faire pour que je puisse satisfaire ce besoin au travail. Donc d'avoir une discussion qui ne se base pas sur, alors évidemment pas sur une accusation ou une mise en accusation, mais sur une problématique basé sur un fait, mais qui permet aussi au manager de se positionner, non pas de se défendre, on ne cherche pas à l'attaquer, mais de se positionner sur comment est-ce que lui ou elle voit les choses. Donc je pense pas, il s'agit de partir de l'incident, mais de ne pas traiter l'incident. Ou s'il y en a plusieurs, de ne pas traiter les incidents, mais de traiter la problématique générale. Donc traiter le besoin que vous avez identifié suite à la problématique. Par exemple, mon manager m'a repris en public, en réunion, devant tout le monde. Il m'a fait un reproche, voilà, et je me suis senti mal. D'accord ? Donc moi, le besoin que j'ai identifié, c'est le besoin de ne pas perdre la face. Parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir une certaine confiance en moi pour pouvoir bien fonctionner. Bon, eh bien c'est de ce besoin-là qu'il faut parler à l'entretien de fin d'année. Pas de l'incident individuel qu'il y a eu lors de l'entretien de fin d'année. C'est très important, parce que sinon le manager va vouloir se défendre, ou vouloir justifier ce qu'il fait ou ce qu'elle a fait, ce qui n'est pas une mode idée. Vous voulez pas qu'elle se défende, vous voulez qu'elle vous aide à réfléchir sur comment est-ce qu'on peut fonctionner mieux ensemble.
Ça, c'est la question, la réponse effective. Et la réponse prospective, ben vous me voyez venir, feedback épisode 19 ou feedback CNV. Ça veut dire que quand l'incident se produit, je pense que c'est le bon moment, peut-être la même journée ou le lendemain, pour en parler avec le manager. Prendre un moment calme, payer un café, asseoir et dire ok, voilà ce qui s'est passé, voilà comment je me sens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce que tu vois les choses? Parce que là, on pourra traiter l'incident. Là, on pourra traiter le détail, l'opérationnel. Voilà. Ça, c'était la troisième et dernière question de cet épisode. Voilà, il est un peu plus long, il fait une vingtaine de minutes. J'adore ces questions parce qu'elles sont opérationnelles, elles sont concrètes et j'ai l'impression vraiment qu'elles peuvent vous aider. Donc, vous qui écoutez cet épisode de podcast, 2 choses. 1, faites de la pub, s'il vous plaît. Et 2, envoyez vos demandes, vos suggestions, vos questions, vos critiques à podcast@coapta.ch. podcast@coapta.ch. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté et au prochain épisode. Ciao.